Mesdames et messieurs, les membres du jury, merci d'avoir accepté de présider. Avant de commencer, je vais d'abord remercier M. Pascal Révo pour avoir accepté de faire le déplacement de Paris ici. Également M. Dominique Marchand pour, malgré ses différentes préoccupations. Et notre projet s'intitule Projet de renforcement de la prise en charge pédiatrique du VIH avec 4 associations de lutte contre le VIH-Sida à Ouagadougou, Burkina Faso. Pour traiter ce thème, nous avons adopté le cours suivant. Dans un premier temps, nous allons faire un bref rappel sur l'épidémiologie du VIH dans le monde, suivi de l'épidémiologie et de la particularité du VIH pédiatrique. Nous abordons ensuite le contexte du Burkina Faso et expliquer le pourquoi de notre jour d'intervention et de la stratégie que nous avons adoptée. Parler ensuite de la problématique et du cadre conceptuel de notre projet. En 2005, environ 40,3 millions de personnes vivaient avec le VIH. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée, 25,8 millions. Parmi les 15-24 ans, 3 jeunes femmes sont infectées pour un génome. La prévalence en consultation prénatale reste très élevée dans certaines régions, ce qui fait donc que les risques de transmission mère-enfant sont importants. Ce schéma nous montre l'estimation à fin 2005 des enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH-Sida, avec un total de 2,3 millions d'enfants infectés. Nous voyons que l'Afrique subsaharienne représente 90% de ces infections, les 2,1 millions, suivi de l'Asie du Sud et du Sud-Est. La transmission mère-enfant reste la principale cause. En 2005, on a rapporté 700 000 nouvelles infections et environ 570 000 décès. Et pourtant, les moyens existent pour réduire cette transmission, mais seulement 10 à 20% des femmes ont accès aux services de PTME. L'inaccessibilité de ces services, plus l'échec de la PTME, fait donc que l'enfant est infecté. Cette infection de l'enfant a des particularités. Particularités liées au diagnostic. Pour qu'il y ait une prise en charge rapide, il faut que le diagnostic soit posé de façon précoce. Mais cette précocité du diagnostic est difficile à évaluer avant 18 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a la persistance des anticorps maternels. Les techniques sont souvent coûteuses et inaccessibles. C'est le cas de la PCR, mais dans notre contexte, la PCR en temps réel peut être envisagée, parce qu'elle est moins coûteuse que la PCR. Nous avons aussi la technique de papier buvard, qui est un espoir pour acheminer le sang prélevé des enfants infectés du niveau inférieur vers le niveau supérieur pour faire des tests de dépistage. Le diagnostic le plus fréquent survient tardivement, vers l'âge de 9 à 18 mois ou au stade maladie. Certaines études ont inclus le VIH dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, ce qui fait donc qu'à ce stade, on peut diagnostiquer l'infection. Toutes ces difficultés font que la prise en charge est centralisée au niveau des hôpitaux. La particularité se trouve également au niveau de l'impact du VIH. Ça fait des enfants des doubles victimes qui sont et orphelins et infectés, avec des conséquences multiples. Nous avons la particularité également au niveau du traitement, une inaccessibilité des traitements dans les pays en voie de développement. Les formules pédiatriques sont inadaptées parce que dans les pays développés, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont infectés par le VIH. C'est ce qui fait qu'on a peu de recherche dans ce domaine. Bref, on a une difficulté d'organisation de la prise en charge, ce qui fait que moins de 1% des enfants infectés reçoivent des soins appropriés. Le sida est donc devenu une part croissante de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Dans les pays à forte prévalence, 2% en 1990, 6,5% en 2003. Nous tenons à souligner également le rôle de la famille dans cette prise en charge pédiatrique. Certaines associations cherchent à impliquer le mari, ce qui va permettre de rompre l'isolement de la femme, d'assurer une observance du traitement en fin de grossesse, l'acceptation familiale de l'allaitement artificiel du bébé et la continuité dans la prise en charge de l'enfant, de la mère et du père.
La famille joue également un rôle dans la prévention du VIH à travers les approches de prévention par les pères éducateurs. Les pères éducateurs, ce sont des familles qui essaient de former d'autres familles dans la prise en charge du VIH. Elles jouent également un rôle dans le conseil et dépistage du VIH. Certaines associations encouragent les personnes vivant avec le VIH d'informer un membre de la famille, ce qui va permettre, ce qui va favoriser le soutien dans la démarche. Et d'autres préconisent l'intervention de médiateurs entre la personne infectée et sa famille. La famille a également un rôle dans la prise en charge médicale, ce qui va donc influencer sur la qualité de vie. L'observance sera vraiment meilleure et un bon soutien. Elle a également un rôle dans le soutien financier. Ça va permettre de valoriser auprès des siens la personne touchée en lui permettant de contribuer à la vie de famille, rendre autonome cette personne et prendre en charge les enfants infectés ou affectés ou les OEV et améliorer l'état de santé des personnes touchées. Mais depuis peu, on voit qu'il y a un intérêt naissant de la communauté internationale, comme en témoigne la dernière campagne mondiale ONU-SIDA 2005, dont le but est d'offrir un traitement par les ARV à 80% des enfants infectés par le VIH-SIDA d'ici à 2010. Le récent colloque international sur le VIH-SIDA, Enfance et SIDA, tenu à Paris 15 et 16 juin, en témoigne également, avec l'UNICEF, ONU-SIDA, ANRS, Esther, comme les différents partenaires qui ont organisé ce colloque. Le colloque avait entre autres comme objectif de sensibiliser les décideurs à la problématique du VIH, des enfants et du SIDA, et également de susciter de nombreux programmes de recherche dans ce domaine, de proposer des pistes d'action et impulser les réponses opérationnelles. Nous avons la campagne unitaire dont l'idée repose sur la contribution de la solidarité internationale sur les billets d'avion et vise à apporter une réponse aux besoins spécifiques des pays en voie de développement en termes de production et de niveau de prix et d'adaptation des médicaments. Dans le VIH pédiatrique, on a plusieurs bailleurs de fonds qui financent. C'est le cas de l'UNICEF, qui mobilise les ressources financières et persuade les gouvernements de mettre la lutte contre le VIH-SIDA en tête de leurs priorités et de considérer l'épidémie comme une urgence nationale. La Fondation Triton également lutte pour la réduction du coût des médicaments et des tests de dépistage. Elle contribue ainsi à améliorer l'accès au traitement dans les pays en voie de développement et à fournir des soins de qualité aux enfants. NECPAF aussi fait partie des bailleurs de fonds qui s'est fixé pour mission d'identifier et de conduire une recherche pédiatrique critique qui permettra d'améliorer les traitements et la prévention de l'infection par le VIH chez l'enfant. NECPAF, quant à lui, finance des projets communautaires sur le VIH-SIDA. À part les bailleurs de fonds, on a plusieurs opérateurs qui travaillent dans la prise en charge du VIH. C'est le cas de Baylor, avec ses différents centres. 6 de ces centres existent en Afrique. Baylor participe à la formation des personnels de santé et également il permet aux enfants et aux familles d'accéder à des traitements et à des soins complets. Mais il offre aussi aux professionnels de santé l'occasion de recevoir une formation. En écart, quant à lui, participe à la formation des personnels de santé et à l'élaboration des guides de la prise en charge du VIH. Esther, dont le but est de renforcer, de promouvoir et de développer les capacités de différentes institutions et réseaux des pays du Sud qui assurent la prise en charge des cas de VIH. C'est l'un des premiers partenaires à avoir facilité l'accès au traitement des ARV au Burkina Faso. Des ARV pédiatriques au Burkina Faso. Parlant du Burkina, cela va nous permettre d'aborder le contexte du pays. C'est le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest le plus touché par le VIH-SIDA après la Côte d'Ivoire. Avec environ 13 millions d'habitants, une prévalence du VIH en baisse, 4,2% de population générale en 2005, une prévalence du VIH en CPN entre 2 et 4,2% avec une tendance à la baisse dans les zones urbaines. Ce tableau nous montre des indicateurs de performance sanitaire. Nous voyons que le taux de couverture prénatal est de 59% pour la CPN1, le taux d'accouchement assisté 56,5%. Les indicateurs nous montrent qu'il y a peu de femmes qui sont touchées
pendant l'accouchement, pendant la période anténatale et pendant l'accouchement. Ce qui fait donc que les services de PTME sont peu utilisés et ça favorise donc l'infection de l'enfant. Parlons de l'organigramme des structures de soins. Le Burkina, comme dans d'autres pays, a 3 niveaux de structures de soins. Un niveau primaire composé de 1051 centres de santé et de promotion sociale, 36 centres médicaux avec antenne chirurgicale, le niveau secondaire représenté par les 9 hôpitaux régionaux et le niveau tertiaire avec les 3 CHI, dont le CHI pédiatrique qui est l'un des pionniers dans la mise sous traitement ARV des enfants infectés. Et là, la plus grande fibre active des enfants vivant avec le VIH. La prise en charge du VIH pédiatrique au Burkina a commencé avec les essais d'IFAM 1994-1999, ce qui a donc permis la mise en place du programme national PTME en 2002. Programme national qui a comme couverture, nous avons 13 régions sanitaires qui sont couvertes, soit une couverture régionale de 100%, 38 districts sur les 55, soit 69% des districts. 115 formations sanitaires ont intégré des activités de PTME, soit 11,6% des formations sanitaires. Ce tableau nous montre les indicateurs, les résultats 2002-2004 de ce programme. Nous voyons une cascade de la prise en charge du VIH. Parmi les 44 144 nouvelles CPN, nous voyons 15 543 femmes qui ont accepté le test de dépistage. Et parmi ces femmes, seulement 1172 ont été dépistées positives. Et parmi ces femmes dépistées positives, il n'y a que 389 qui ont reçu un schéma ARV complet. Cela nous fait dire donc qu'il y a 9600 nouvelles contaminations en 2003 et au total environ 31 000 enfants vivaient avec le VIH en 2005. Dans le VIH pédiatrique également, nous avons plusieurs acteurs qui travaillent sur ce sujet au Burkina. C'est le cadre des structures centrales représenté par le ministère de la Santé, Conseil national de lutte contre le sida, la direction de la santé et de la famille. Il y a les structures sanitaires publiques, les districts, les hôpitaux et les CHI, les structures associatives, les ONG comme Médecins sans frontières, 5 000 médecins du monde. Ces acteurs offrent plusieurs services allant du psychosocial au médical en passant par l'insertion professionnelle et juridique. C'est seulement au niveau des CHI de référence, des ONG et de l'association AS que nous avons choisi comme étant l'association de référence où la prise en charge est globale. Nos associations partenaires ne font que la prise en charge partielle. Ce tableau nous montre les différentes prestations effectuées au niveau des CHI, de nos associations partenaires et de l'AS que nous avons choisi comme étant l'association de référence. Vous voyez qu'au niveau des CHI, ils font de l'examen biologique, du suivi médical, de la délivrance d'ARV pédiatrique. C'est seulement le CHI Yogado qui fait de la PTME. Ils font également du suivi psychologique, psychosocial, de l'appui alimentaire, de l'hospitalisation. Ceux qui ne font pas, c'est le soutien scolaire et juridique. Nos associations de référence, elles ne font que du suivi psychosocial, de l'appui alimentaire et du soutien scolaire et juridique. La valeur ajoutée de notre projet, c'est de désengorger les hôpitaux de référence, permettre à ces associations de faire du suivi médical, de la délivrance d'ARV pédiatrique et de renforcer les services de la PTME. C'est ce qui nous a conduit à choisir l'association AS qui, elle, déjà fait la prise en charge globale pour savoir les démarches administratives qu'elle a entamées pour arriver à ce niveau. La prise en charge du VIH pédiatrique a des difficultés réelles, difficultés liées aux services santé-nataux qui sont peu fréquentés, parce qu'on a beaucoup de pertes de vue. Un accès limité des femmes enceintes aux services de PTME, un diagnostic tardif de l'infection chez l'enfant, un accès limité des enfants aux soins et la situation difficile des OIV. Après ce bref rappel sur la prise en charge pédiatrique du VIH au Burkina, nous allons aborder le choix de d'autres zones d'intervention et de la stratégie de notre projet. Pourquoi nous avons choisi Ouagadougou? Ouagadougou en fait représente plus d'un dixième de la population totale du pays, avec une tendance à la hausse, parce que c'est la première destination des migrations internes et externes. Et environ 3100 enfants sont infectés par le VIH.
un nombre important d'associations et de structures sanitaires qui travaillent sur place, ce qui offre donc des opportunités pour une action commune. Nous avons choisi Ouagadougou également parce que nos 4 associations partenaires sont localisées à ce niveau et nous souhaitons nous appuyer sur un réseau ville-hôpital à vocation psychosociale qui a été mis en place par l'ESTER. Cette carte nous montre la répartition de nos différentes associations, les associations qui sont carré couleur verte, et les 2 cercles rouges sont des CHI de référence. Pour y parvenir, nous avons adopté une stratégie qui est la stratégie associative, un des éléments de la stratégie globale. Il faut rappeler que au Burkina, il y a un tissu associatif très important, 1508 associations déclarées en 2005, ce qui témoigne une puissance du secteur communautaire dans ce pays. Parmi ces 1508 associations, environ 500 associations travaillent dans la lutte contre le VIH-Sida, dont une centaine trouvant à Ouagadougou. Les associations jouent un rôle très capital dans le contexte actuel du Burkina. Nous avons essayé de comprendre comment elles en sont arrivées à ce niveau. Au départ, ce sont ces associations qui étaient les premières sur la scène du devant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une absence de réponses gouvernementales adaptées, parce qu'il y avait une faible implication et carence de formation de personnel de santé, parce qu'il y avait un dépistage sérologique qui n'existait pas, et parce qu'il y avait une mauvaise évaluation du rôle potentiel des associations. Ce qui fait donc qu'au début, les associations ne faisaient que de la prévention et du dépistage. Mais vu les besoins grandissants de la population, elles ont été amenées à élargir leur champ d'action en faisant de la prise en charge psychosociale, la prise en charge médicale avec délivrance d'ARV et de l'assistance juridique. Bref, elles font actuellement de la prise en charge globale du VIH. Moi, à un certain moment, les associations se sont substituées à l'État. Ce positionnement leur a permis d'acquérir une certaine force, comme par exemple l'accès facilité des soins et d'accompagnement, une implication personnelle des agents qui travaillent dans les structures publiques, les soignants et les décideurs, la collaboration avec les structures de référence, c'est-à-dire les services hospitaliers, les laboratoires et la pharmacie centrale, et leur construction en réseau les a donné également une force dans le cadre de l'EGIPI, CICDOC, LCD et l'Afrique 2000. Ils ont eu un soutien institutionnel, l'ONU-SIDA, l'OMS et le PNUD. Actuellement, le PNUD a même mis en place un programme qu'on appelle le PAMAC, qui est le programme d'appui au monde associatif et communautaire. Avec tout ce potentiel, on peut dire que les associations de lutte contre le VIH et le Burkina sont arrivées à faire des acquisitions remarquables. Notamment aujourd'hui, elles sont en profil pour la charge globale aux personnes africaines infectées. Et même qu'elles ont été les premières à importer les ARV génériques. Aujourd'hui, elles jouissent d'une reconnaissance de leur travail par l'autorité sanitaire et elles participent même à l'établissement du cadre de stratégie de lutte contre le sida. Il faut noter aussi qu'on a tendance à leur faire des reproches, notamment on leur reproche le manque de professionnalisme, le manque aussi de qualité de soins. Mais on peut s'appuyer sur une étude qui a été faite par SIDAction en 2004 et qui, dans le résultat, indique en fait que le niveau de professionnalisme des associations est bon, que les résultats thérapeutiques aussi sont bons. C'est une étude qui a concerné environ 200 associations de lutte contre le sida au Burkina. Donc, on va présenter brièvement l'association de référence ARS, qui est une des plus grosses associations de lutte contre le sida à Ouagadougou, qui a été créée en 1991 et qui a commencé par des activités de sensibilisation de dépistage à travers ces kiosques santé, qui est affilié à plusieurs réseaux et qui aujourd'hui a une quinzaine de partenaires permanents. En 1998, ils ont lancé le projet Africain Oasis qui a permis de prendre en charge environ 50 personnes vivant avec le VIH. Et c'est une association qui a lancé aussi un processus de décentralisation avec un centre qu'elle a créé à Toronto et qui projette aussi de créer d'autres centres. Elle dispose d'un centre, le centre Oasis, où
ils font de la prise en charge globale, soins, accompagnement, conseil de dépistage. C'est un centre qui dispose d'une section OEV, et une section OEV, un programme alimentaire et un programme d'autopromotion par les activités génératrices de revenus. Elle dispose aussi d'une maison d'observance qui est située dans le bon quartier de la ville, qui est dirigée par une équipe médicale et qui a été créée en fait pour apporter en fait un soutien psychologique et médical aux personnes qui avaient des difficultés d'absorption en fait des médicaments d'ARV. Elle a aussi créé une radio communautaire, une radio de proximité, une radio qui fait de l'information sur le VIH-Sida. Et qui a un personnel important aussi. C'est-à-dire qu'elle a des médecins, un pharmacien, un psychologue, des infirmiers, des conseillers psychosociaux. Et aujourd'hui, c'est une association qui a une file active d'environ 2000 personnes. Aussi, elle a 700 OEV qu'elle prend en charge, avec 55 enfants infectés, dont une dizaine sous ARV. En ce qui concerne donc les associations partenaires, c'est-à-dire celles qui seront impliquées directement dans le projet, c'est Arabi Agito à partir du positif. Donc elles sont moins grosses que l'AAS, mais elles ont été choisies d'abord parce qu'elles figurent parmi les associations donc, qui ont été autorisées par le ministère donc, à prendre en charge les trucs de VIH. Donc elles font la prise en charge médicale et psychosociale des OEV. Et lors d'un précédent stage qui a été fait à Ouaga, elles ont exprimé vraiment la volonté de passer à une échelle supérieure, surtout au vu des difficultés que les familles rencontraient quand elles se déplaçaient sur d'autres sites de prise en charge, tels que l'hôpital pédiatrique. Donc, à L4, elles ont environ une dizaine de médecins, des infirmiers, des psychologues, des conseillers psychosociaux. Donc, à travers le rôle que les communautés ont joué tout encore dans la lutte contre le VIH, la question de mettre à profit en fait leur expérience, leur potentialité pour élargir l'accès aux soins et à l'accompagnement des personnes infectées et affectées devient inévitable, on va dire. On s'aperçoit que les associations sont les plus fréquentées, elles sont préférées en tout cas à service égal aux frères. Les beaux frères sont préférés. Et en matière de VIH pédiatrique, la question d'actualité devient urgente. Il faut savoir que sur les 3100 enfants infectés à Ouaga, il y a environ 20% qui bénéficient d'une prise en charge. D'où la problématique de l'accès aux soins et à la prise en charge, et l'accompagnement des enfants à travers la sphère associative. Faut-il impliquer davantage les associations dans un contexte où l'État ne peut pas tout assurer, où l'État aussi a tendance à se désengager. Et on va dire, dans un contexte aussi où les besoins des populations sont en train donc, de grandir et sont réels en fait. Et s'il faut impliquer les associations, comment le faire? Quels sont en fait les enjeux d'une telle stratégie et puis les contraintes auxquelles on va devoir faire face. Et justement, la perspective du projet que nous souhaitons mettre en place, justement, c'est de voir après si les associations peuvent relever ce défi-là. Et quel rôle en fait on peut leur attribuer, quelles peuvent être les limites en fait de ça. Et nous allons justement voir ce que nous proposons de confier aux associations à travers le cadre conceptuel du projet, dont l'objectif général est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge pédiatrique du VIH au sein de 4 associations de lutte contre le VIH dans la République, donc 6 objectifs spécifiques. Renforcer la prise en charge médicale et psychosociale des femmes enceintes infectées au sein de ces associations. Donc faire en sorte que 90% de ces femmes-là aient en tout cas cette prise en charge en un an de privé. Proposer un dépistage systématique aux enfants et aux personnes infectées suivies au sein des associations. Donc arriver à ce que 80% au moins de ces personnes-là fassent dépister dans l'enfant. En matière de renforcement de la prise en charge des enfants infectés, on fait en sorte que 90% des enfants
infectés bénéficient d'une prise en charge complète au niveau associatif. Et pour renforcer la capacité aussi des associations, c'est d'arriver à les former, à former tous les personnes impliquées directement dans la prise en charge. Et en matière de renforcement du système de référence et de confiance, donc arriver au cas où donc, les enfants sont retirés, 95% restent le soin pour complications et 90% soit contre retirés. Sensibiliser la population sur le VIH pédiatrique, donc arriver à ce que 85% au moins de la population ait une bonne connaissance sur le thème du VIH pédiatrique. Les bénéficiaires donc, du projet, c'est les enfants à peu près infectés de 0 à 16 ans. Et après, on a les femmes enceintes infectées et les parents de façon générale. Donc la prise en charge va concerner 20 femmes enceintes par association, 20 femmes parce qu'on pense que c'est un chiffre qui est maîtrisable, et aussi parce que notre association de référence avait commencé donc, avec 20 femmes, et aussi ça a été pris décidé de concert avec les associations. Et sur les 20 femmes, donc à partir du taux de transmission sous les virapines à 14 et 16 semaines, donc on estime avoir environ 3 enfants infectés sur les 20 et 12 enfants infectés par an. Donc au total, donc, on se propose de prendre en charge 40 enfants par association, donc 20 enfants nés de femmes infectées et 20 enfants donc, qui vont venir des PPTVH qui auront fait dépister leur enfant. Et au cas où donc, les bénéficiaires dépassent les prévisions du projet, donc, les associations vont établir des critères pour désigner ceux qui vont profiter du projet. Donc, pour arriver à l'établissement de ce cadre de vie-là, on a dû impliquer les associations, même si ça a été fait à distance. Et donc, on a envoyé un peu des questionnaires aux associations, 3 types de questionnaires. Donc, un questionnaire qui était destiné aux personnels soignants des associations et qui visait donc à identifier les besoins en formation, les activités à mener et les besoins matériels pour la mise en œuvre du projet. Le personnel soignant, les hôpitaux de référence, recueillit leur opinion, leur niveau de degré d'implication. Quant au personnel soignant de l'association AS, c'était justement pour recueillir leur motivation sur la mise en place de ce projet-là, les démarches administratives que l'association a dû entreprendre et les difficultés qu'elle rencontre de façon générale à la prise en charge des enfants affectés et infectés. Donc au total, 28 personnels de santé associatifs ont répondu, 2 médecins hospitaliers, donc 2 médecins de la cellule de prise en charge des enfants et un médecin donc, de l'AS. Les conclusions qu'on a pu tirer, c'est que les médecins hospitaliers en général n'ont pas émis d'opinion négative sur ce projet en quelque sorte. Ils ont quand même émis des inquiétudes sur la qualité de la prise en charge. Et nous, en fait, leur souhait de pouvoir participer en tant que formateur ou en tout cas personne référente. On a été informé sur la démarche administrative à suivre. En fait, comme les associations sont déjà agréées par l'État, il n'y a pas de démarche particulière à entreprendre logiquement. Et en matière de difficulté, en fait, le lien, l'association OEV infectée pose problème le plus souvent, le lien avec l'hôpital de référence. Et le coût de la prise en charge, une fois que les personnes sont référées à l'hôpital pédiatrique. Et on a pu aussi avoir une liste de barrières qui financent en fait les projets pédiatriques de l'AS, notamment Solidarité SIDA en France, qui finance les ARD pédiatriques pour cette association. En matière de formation du personnel, le personnel médical a reçu une formation initiale. Mais il y a plus de 2 ans qui ont émis le souhait de bénéficier encore d'une formation. Les infirmiers, quant à eux, n'ont pas été spécifiquement formés sur le VIH, pour effectivement la demande aussi. Et les besoins de formation concernent tous les volets de la prise en charge de l'enfant affecté et infecté. Et aussi, il y a la nécessité d'aménager les unités. Et voilà, de fournir aussi des renseignements spécifiques aux femmes enceintes et enfants. Toutes ces informations donc, nous ont permis de
de rédiger le cadre logique du projet. Donc on a conscience en fait de la limite de ça parce que franchement ça doit faire loin des acteurs. C'est pourquoi justement ce projet-là est transmis aux associations qui vont le valider ou pas, et s'ils besoin faire des rectifications. Et peut-être aussi envisager un déplacement pour bien ficeler ce projet-là. Donc, voilà les activités qu'on propose au regard des objectifs du projet. Donc, pour renforcer la prise en charge des femmes enceintes, donc le paquet d'activités, c'est la consultation médicale, l'administration du protocole de PPME, la consultation psychosociale, le conseil nutritionnel, la référence pour accouchement et complications et la consultation postmortem. Proposer un dépistage systématique aux enfants des personnes suivies avec l'association, donc c'est faire des activités d'IEC sur le VIH pédiatrique et puis faire le dépistage des enfants de 0 à 16 ans. Pour renforcer la prise en charge des enfants infectés, donc voilà le paquet d'activités, c'est le conseil de dépistage, le suivi médical à l'urgence ARV, consultation psychologique, l'appui nutritionnel et puis la référence pour les complications. Donc, pour renforcer la capacité des associations, on se propose de former le personnel associatif, d'équiper les associations et d'acheter les instruments pour les activités. Et pour renforcer le système de référence et de conférence, donc c'est prévoir une uniformisation des protocoles de prise en charge, avec notamment les structures de référence. Donc organiser les cadres de rencontre entre les différents acteurs et renforcer les moyens de communication qui puissent se contacter facilement. Et pour sensibiliser la population sur le VIH pédiatrique, donc c'est des campagnes qui seront organisées. Donc le résultat attendu, c'est 160 femmes suivies en 2 ans, 320 enfants. Et arriver à tout cas au moins 80% des personnes suivies peuvent dépister leurs enfants de moins de 16 ans. Et 90% des enfants qui seront dépistés puissent bénéficier d'une prise en charge complète. Donc, aussi instaurer une prise en charge familiale du VIH. Ici, prise en charge familiale s'entend par prise en charge de toute la cellule familiale sur le même site. Et arriver aussi à ce que tous les enfants nécessitant un traitement puissent avoir ce traitement-là. Donc, améliorer le système de référence et de référence et donc aboutir à une réduction de la moyenne mortalité des enfants affectés par le VIH. Donc, le programme des activités. Donc, les activités proprement de prise en charge vont commencer dans le 4e mois de la première année, après connaître la réhabilitation des sites de formation du personnel. Les activités de sensibilisation aussi vont commencer à peu près à la même période. Moi, c'est toute la durée du projet, tout cela est trimestriel. Le suivi des activités va commencer vers le 8e mois et va durer sur tout le projet. L'évaluation qui va intervenir à mi-parcours et à la fin du projet. Concernant le budget, c'est un budget qui remonte à 283 536 euros. La part du personnel dans ce budget en fait est d'environ 104 euros. La part du fonctionnement va dire environ 99 000 euros et celle de l'investissement 82 000 euros. Et pour l'information, on peut dire que ce budget-là est légèrement supérieur au budget du volet psychosocial. On peut attribuer ça, en fait, pour nous, on a prévu l'équipe de coordination pour ce projet-là. Alors que le volet psychosocial, en fait, c'est les personnes de l'association, des associations qui vont coordonner les activités. Aussi parce que ici, on a des consommables liés aux activités de prise en charge médicale qui seront fournis aux associations. Et donc, on pense justement à présenter ce budget à Esther pour éventuellement s'initier
l'évaluation qui a déjà commencé en réalité, c'est l'évaluation rapide de la pertinence de la priorité du projet qui a permis d'aboutir au cadre du projet en confirmant les activités et les objectifs. On va faire des études de recueil de données qui vont permettre de suivre les activités du projet. Donc, il y a deux types d'indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer la disponibilité et l'utilisation des services. Par exemple, le nombre de personnes vivant avec le VIH à qui le dépistage sera proposé, le dépistage des enfants, ou le nombre de personnels différents dépistés par enfant, ou le nombre de campagnes de sensibilisation menées auprès de la population. Et à mi-parcours, on prévoit de faire l'audit des bonnes pratiques en fait, médicales. La plupart des médecins seront en fait avec devenu en fait en matière de prise en charge des enfants qui ne peuvent pas le VIH. Et ensuite, utiliser des indicateurs de résultats pour évaluer l'évolution des activités et ajuster si besoin. L'évaluation finale va nous permettre de faire un bilan général des activités et de voir s'il y a possibilité de priorisation, s'il y a des possibilités d'extension à d'autres associations qui d'améliorer éventuellement les conditions. Donc, pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que les associations ont joué vraiment, continuent à jouer un rôle important dans le contexte actuel de la lutte contre le VIH. Elles se sont affirmées vraiment comme des actrices incontournables à travers le plaidoyer elles-mêmes et puis les premières conséquences du VIH. Mais aussi à travers les réponses qu'elles ont su apporter aux besoins des personnes affectées par le VIH. Certes, c'est une stratégie d'accès aux soins et à l'accompagnement qui a ses limites, mais qui a certains gains aussi. Mais on pense que l'importance des enjeux justifie en tout cas qu'elles soient mises à profit et que, en tout cas, exploitées. Et donc, le projet là, en question, il nous offre justement cette perspective-là. Et de plus, on pense qu'il doit servir de modèle pour d'autres réseaux associatifs, comme modèle de passage à l'échelle supérieure. Et le but ultime, justement, c'est la protection de l'enfance. Merci. Plusieurs autres témoins. Alors, je voudrais bien faire quelques commentaires. Il y a peut-être la parole à le jury, il y a l'équipe des tuteurs, il faut le dire, parce qu'on a des tuteurs de Bordeaux, il y a aussi des de Paris. Merci pour la présentation. Mon historique avant tout, hein, vous avez travaillé une partie de cette idée, de ce sujet, vous avez travaillé sur vous avez travaillé ça avec un master de Berlin, la partie. C'est la suite un peu sur votre travail, vous avez une vision de terrain qui a passé déjà. Si on compare, c'est pas positif ou négatif, il faut le dire, la présentation que vous faites maintenant, c'est plutôt un projet. Je ne sais pas si c'est la mode que je trouve bon, c'est un projet virtuel pour le moment, ou une thématique, un projet virtuel. Et c'est différent peut-être à d'autres mémoires qui c'était plutôt des exemples de terrain avec une question opérationnelle. Donc, on dit que c'est positif ou négatif, on va revenir à ça. Voilà. Et sur les crises, vous avez fait quand même un travail important sur la thématique même. Et c'est bien fait avec le monde public référencé, la thématique générale sur la VIH, la pédiatrie. Il faut le dire que c'est pour toute la médecine normale, que je dois revenir. C'est un travail éthique et on dit pas beaucoup sur ça. Voilà. Mais ça, les relations, voilà, en général, c'est bien ça. J'ai quand même un peu de difficulté, même de l'écrit normal, pour revenir pour vous suivre. J'étais obligé de sortir un papier et faire mon propre plan de présentation pour pouvoir suivre des exemples pour donner de manière exhaustive la thématique de la pédiatrie. Et je trouve dans l'oral c'est trop long, le commentaire, comme l'oral. Après ça, le Burkina Faso, après ça, la partie de Burkina Faso de la pédiatrie. Et après ça, il y a une thématique
sur la partie de cadre conceptuel du projet, vous développez ça un peu, et après ça on va venir sur la partie d'objectif du projet. Voilà, je me suis personnellement un peu perdu sur toutes ces étapes que vous avez fait là, pour arriver à la fin à une proposition de projet théorique, je veux dire. C'est le commentaire de la présentation. J'ai une question technique. Je voudrais avoir votre opinion via tout ça, et après la parole, c'est est-ce que vous pensez que les associations peuvent remplacer ou prendre la place du travail que normalement vous mentionné plusieurs fois et à niveau ministère de la Santé, que j'ai rien écouté sur les activités qui font à niveau national ou à niveau des districts. Alors j'ai un souci quand j'écoute ça parce que je suis en train de dire les associations sont en train de faire la substitution au travail qui devra être fait pour le programme national, peut-être ce qu'on peut voir, c'est qu'il doit y avoir un travail complémentaire entre eux. Je voudrais avoir votre opinion sur ça. Deuxième chose, peut-être que je voudrais remarquer un peu ça, c'est les conditions pour un travail comme celui-là, à niveau de la prise en charge de toutes les associations. Et pour moi, une des conditions essentielles, c'est l'infrastructure décentralisée, le système de santé décentralisé. Ça veut dire un centre de santé ou un hôpital de référence des districts. On va dire, si on peut mettre ça dans le contexte de Ouaga ou ailleurs, comment vous voyez ce type de conditions minimes liées à la prise en charge pédiatrique? Parce que même s'il y a des associations qui vont prendre une prise en charge des enfants, il va y avoir quand même, vous allez nous donner un peu une nécessité d'une référence, ou d'une nécessité d'une prise en charge dans une structure publique, je veux dire. Voilà. Et tout ça, c'est lié aussi à la partie des substitutions des associations qui devra. Peut-être il y a d'autres exemples dans notre pays. Quand il y a des associations avec qui on travaille, qui se demandent dialoguer avec le programme national, alors ils font rien, alors on est obligé. Peut-être vous allez le dire, peut-être votre réponse est comment ça se fait, c'est une urgence, il faut qu'il soit une association. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Justement, au niveau de la première question, quand on parlait du plan, c'était dit de partir du global vers le particulier. Parce que comme le VIH pédiatrique, c'est un sujet qui n'est pas actuellement très documenté, on s'est dit qu'il fallait beaucoup plus expliquer dans le thème avant de rentrer dans le contexte du Burkina Faso. Quand vous parlez de la substitution des associations, effectivement, les associations se substituent à l'État. C'est le cas de l'ARS qui est déjà fait la prise en charge globale. C'est justement ce qui nous a conduit à la choisir comme l'association de référence pour permettre à nos associations de référence de faire la prise en charge globale. Parce que ce qu'elles font, c'est la prise en charge partielle. Juste le suivi médical est basique. Nous voulons essayer de renforcer ce suivi médical et puis renforcer les services de PTME. En fait, c'est au début de l'apparition des conséquences du VIH qu'on a noté à un certain moment que les associations se substituaient à l'État parce que les réponses gouvernementales n'étaient pas toujours là, n'étaient pas adaptées. Aujourd'hui, il n'y a pas de substitution, c'est plutôt de la complémentarité dans les actions parce qu'elles travaillent ensemble, elles se réfèrent les patients. Et donc, même si quelquefois il y a un peu de rivalité qui s'exprime, c'est plutôt une logique de complémentarité qui prévaut aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la décentralisation, actuellement au Burkina même, la délivrance des ARP n'est pas effective dans toutes les régions sanitaires. Donc, toutes les structures publiques même déjà n'offrent pas ce service-là. Et les associations qui ont commencé à décentraliser ne font pas non plus de la prise en charge médicale complète au niveau des régions décentralisées. Mais déjà, les conditions minimes, le minimum déjà, c'est que l'association elle fait quand même montrer en tout cas sa capacité déjà à prendre en charge les adultes. Et à partir de là, maintenant, on peut envisager justement qu'elle puisse étendre
des activités aux enfants tout en sachant que le VIH pédiatrique a quand même beaucoup de subtilité. Voilà. Et c'est pourquoi il faut justement que les hôpitaux de référence puissent aussi intervenir dans les activités avec les associations pour déjà les pousser un peu, en tout cas poser les bases. Voilà. Oui, alors ça veut dire, votre réponse c'est ça c'est l'idéal ou c'est ça le contexte où vous découvrez est-ce qu'il existe cette complémentarité? Oui, ça c'est le contexte. Je vous laisse la parole à Mathieu. Oui. Vous semblez pas plus tard. Et Joanne après. Alors sur votre travail, effectivement, c'est un travail de façon différente du droit précédent, puisque les droits puisque celui-ci est sur non pas une étude de recherche opérationnelle, mais plus la construction d'un projet futur qui devrait voir le jour en s'appuyant sur une analyse de contexte et une analyse de littérature. Votre projet, si je résume, c'est un changement d'échelle, vous l'avez repris en conclusion. C'est renforcer la prise en charge médiatique des agents de ces associations et augmenter finalement la capacité d'action, la capacité de production de producteurs de soins. Dans le plan, effectivement, vous avez bien du général au particulier, c'est agréable à lire, il y a quelques problème de forme avec des tableaux qui se superposent au texte. J'espère que vous en êtes aperçu à certains endroits. Dans le document que j'avais, le tableau vient sur le texte, ça va être problème de forme. Il y a souvent, quand vous utilisez, mais peut-être pas les seuls, vous utilisez des chiffres, des nombreux chiffres. Alors si j'aurais dû croiser l'ensemble des mémoires pour voir si finalement c'était vraiment les bons chiffres, parce que vous commencez souvent en fin 2005, il y a tant de millions de personnes qui VIH, et même vous, alors même entre deux pages, il y a quelques fois vous avez annoncé 1,9 million d'articles subsahariennes, alors que dans le parti suivant de l'UNICIDA et de l'OMS, on a 2,1 millions. Voilà, donc des petites choses comme ça, donc il faut faire attention quand on donne beaucoup de chiffres comme ça. Mais essayer qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble du texte. Et puis après quelques petites phrases comme ça aussi, sur lesquelles finalement le problème de cohérence, à la page 26, vous dites qu'il y a des interventions spécifiques pour les enfants affectés par le VIH, et donc